quand vous concevez de gros plans, si magiques soient-ils, à partir du moment où vous les appliquez sur un vide creux, comme je viens de le décrire, l'absence de l'économie nationale, eh bien, vous époumonez comme... Je répète, il y a un problème de modèle économique. Il y a nécessité de remise en question du système existant. J'ai toujours dit pour ma part que l'échec des gouvernements qui se succèdent, je parle des régimes plus que des gouvernements, parce qu'en fait, dans notre pays, ce sont des présidents de la République qui sont puissants. Leur échec, c'est leur refus de regarder la vérité en face. Qu'est-ce que nous, on a fait au bon Dieu pour nous contenter et nous consoler dans la misère? J'ai toujours dit qu'il faut que l'État congolais un jour... Il y a une amnistie fiscale. Oui, que l'État congolais dise, s'il veut vraiment organiser l'économie nationale, qu'on dise cette année, on ne paye pas l'impôt. Et on organise l'économie nationale. Quelle est l'efficacité d'un budget de 40 $ par habitant, par an? C'est-à-dire moins d'$1 par habitant par jour. Ça va vous produire quelle efficacité? Ce n'est pas quelque chose pour vous affamer, ça. Ce n'est pas de la sorcellerie, ça. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous sommes très contents de vous retrouver aujourd'hui pour cette émission, Les Serviteurs de la République. Nous allons, au cours de cette émission, réfléchir sur un sujet important, un sujet d'actualité. Le thème de l'émission de ce jour est intitulé « Crise économique en RDC, les solutions ». Voilà, c'est ce qui sera passé au peigne fin au cours de cette émission, ce numéro des Serviteurs de la République qui reçoit pour vous aujourd'hui Monsieur Michel Somoué. Il est ancien directeur à la Banque centrale du Congo, économiste monétariste de son État, ancien directeur des cabinets du Premier ministre Bruno Tshibala, mais aussi conseiller, oui, conseiller dans plusieurs ministères par le passé, finances, budget et tous les infrascripts. C'est avec un grand plaisir que nous recevons pour vous, ces grands économistes, pour faire les tours d'horizon des questions économiques qui aujourd'hui chauffent un peu l'esprit des Congolais, des dirigeants et de tout le monde. Monsieur Michel Somoué, bonsoir et bienvenue à cette émission. Bonsoir et merci, M. Charles Akinkakou. Alors, l'économie mondiale est en récession. On parle de la croissance négative dans beaucoup de pays du monde, les États-Unis, la France, partout. On parle de la croissance négative. On parle des licenciements massifs, l'augmentation des taux de chômage, les projections d'ailleurs des institutions de Bretton Woods pour l'année 2021, projections relatives à la situation économique du monde l'an prochain sont catastrophistes. En République démocratique du Congo et ailleurs, les dirigeants rivalisent d'adresse et de talent en peaufinant des plans de relance économique. Ici, ça a été aussi le cas. Est-ce que pensez-vous, Michel Somoué, que ce tableau apocalyptique, si vous me permettez un peu l'expression que je viens de peindre, dans ce contexte économique où se trouve notre pays, pensez-vous que la RDC aurait pu avoir la capacité de résilience pour tenir face à cette crise économique mondiale? Comme certains le disent, ça a été le cas lors de la crise des subprimes, je crois en 2008 ou 2009, et aussi 2017 lorsque
les cours des métaux avaient baissé. Pensez-vous qu'aujourd'hui, dans ce contexte, la RDC aurait pu avoir la capacité de résister à ces chocs exogènes? Monsieur Charles-Quint, ne confondons pas les choses. C'est vrai que l'économie mondiale traverse une période assez particulière, la période de la récession mondiale, liée à l'expansion de la pandémie due au virus qu'on appelle le coronavirus. C'est une réalité, c'est une évidence. Il est aussi évident que l'économie de la RD Congo, si économie il y a dans ce pays, a toujours été en crise. Donc il n'y a pas une nouvelle crise aujourd'hui qui frappe l'économie nationale parce que notre économie a beaucoup de mal à se définir comme une économie nationale. Malgré qu'on parle de croissance, des chiffres, ça a été toujours dit, hein? J'ai toujours dit que nous vivons dans ce pays une économie étrangère solidement installée sur le territoire national, au moment où celle qui devrait être considérée comme économie nationale, elle vit totalement à la périphérie de notre société. C'est ça la vérité. Vous êtes dur quand même, hein? Je ne suis pas dur, je suis en train de dire ce qui est vrai. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que beaucoup d'économistes l'ont dit, beaucoup après moi d'ailleurs, beaucoup d'économistes l'ont dit, je l'avais constaté depuis plus de 20 ans, quand je disais que le problème de l'économie dite congolaise, c'est que l'offre et la demande ne se parlent pas. Nous produisons ce que nous ne consommons pas et nous consommons ce que nous ne produisons pas. Je l'ai dit il y a plusieurs années et beaucoup d'économistes l'ont répété jusqu'au niveau de l'Afrique tout entière pour répandre le même message. J'en suis fier. Mais c'est ça le grand problème. L'économie, c'est le marché. La définition la plus simple. L'économie, c'est le marché, ça veut dire que l'économie, c'est la rencontre de l'offre et de la demande. L'économie, c'est la réponse que les agents économiques se donnent les uns aux autres pour la solidité de ce que nous appelons le lien social, leur lien social. Parce que la société elle-même n'est rien de plus qu'un jeu de donner et de recevoir, c'est-à-dire un jeu de l'offre et de la demande. En RDC, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas l'offre et la demande. L'offre et la demande qui sont au Congo, comme je viens de le dire, elles ne se parlent pas. Notre demande s'adresse à une offre étrangère et notre offre est destinée à une demande étrangère. C'est ça le grand problème. Alors ce qui reste de typiquement congolais, c'est ce qui est à la périphérie de cette économie, strictement marginale. Et d'ailleurs, parce que nous allons en parler, vous allez vous rendre compte que même sur le plan monétaire, l'essentiel de la masse monétaire, c'est des devises étrangères. Ce n'est pas le cas spécifique à la RDC. Hein? Partout, dans beaucoup de pays, on parle de la dollarisation des économies nationales. Ne cherchez pas à vous consoler derrière des petits mots dont certains pays peuvent souffrir momentanément. Moi, je parle d'un mal permanent, d'une caractéristique essentielle. Mais les rois de dollars, les dollars, c'est la première monnaie du monde, de l'économie mondiale. Non, excusez-moi. Le dollar est une monnaie qui se trouve sur le marché international. Une monnaie de transaction internationale, une monnaie de cotation, parce que de toutes les façons, dans le contexte d'un marché mondial, d'un marché uni, d'un marché globalisé, il est normal qu'il y ait une monnaie qui serve d'étalon des valeurs. On ne peut pas amener toutes les monnaies au même moment pour être des étalons des valeurs, chacune s'adressant à l'autre, ce n'est pas possible. J'ai dit c'était l'or auquel on se référait. Et après, l'or, ça a été le dollar, c'est une convention. Qui fait que le dollar aujourd'hui est la monnaie de référence, c'est-à-dire la monnaie de cotation sur le marché mondial. C'est tout à fait normal. Mais de là à dire que toutes les économies sont dollarisées, ça c'est un gros mensonge. Les économies très dollarisées, on en compte trop peu. Je suis tenté de vous dire que je n'en connais pas en dehors du Congo, sauf qu'on a tenté quelques expériences, parce qu'il faut dire une chose. La dollarisation peut être une décision de politique économique. Ça, il faut le noter. On a vu le cas, le Zimbabwe a dollarisé son économie. C'est une décision de politique économique. Il y a d'autres pays d'Amérique latine qui ont fait la même chose. Devant la crise de leur monnaie, ils ont décidé de dollariser.
C'est-à-dire que ces pays ont décidé officiellement d'adopter le dollar comme monnaie de transaction, monnaie de circulation sur leur territoire. Les dollars zimbabwéens étaient différents du dollar américain. Non, je ne parle pas de dollar zimbabwéen, je parle d'abord de la dollarisation effective. Si on est arrivé à définir une monnaie qui se rapporte à la monnaie nationale, mais on a défini, le Zimbabwe avait opté pour le dollar américain à un moment donné, pour donner son économie. Alors ça, ce sont des choses qui peuvent arriver à des moments précis, des crises passagères. Je crois qu'il y a eu un autre pays, la mémoire peut me tromper, je crois un pays comme l'Uruguay, si ma mémoire est bonne, avait également pour un temps décidé de dollariser, je crois l'Équateur aussi. Ce sont des décisions de politique économique, c'est le plus important. Mais dans le cas du Congo, ce n'est pas une décision de politique économique que nous avons prise. Nous subissons le dollar américain. Nous le subissons. L'économie est dollarisée, non pas par la volonté, non pas suivant une orientation, non pas suivant une vision politique de données, mais le dollar s'est imposé et nous le subissons parce que nous n'existons pas comme économie nationale. Parce qu'il y a un vide. C'est ça le grand problème. Et ce que je vous disais tout à l'heure, que l'économie nationale vit à la périphérie du système économique installé au Congo, qui est essentiellement un système étranger. J'ai donné le cas de la monnaie pour montrer que l'essentiel de la masse monétaire présente au Congo, ce n'est pas notre monnaie nationale, c'est une monnaie étrangère que nous subissons, qui ne vient pas parce que nos dirigeants l'ont voulu ainsi, mais d'ailleurs, et pour vous le prouver, chaque année qui passe, le combat est le même, le message est le même, le slogan est le même, dédollarisons l'économie nationale. C'est la politique qu'on a, mais jamais on n'y est parvenu. Regardez encore une chose. Le système bancaire que nous avons dans ce pays, à 100% étranger. 100% étranger. Où est votre économie nationale? Regardez les grandes sociétés de production industrielle que nous avons dans ce pays. Les grandes sociétés de production minière que nous avons dans ce pays. Toutes presque étrangères. Où est votre économie nationale? Et c'est ça l'essentiel de notre PIB. Regardez ceux de télécommunications. Toutes étrangères. Donc pour vous qui dit économie nationale, dit une économie détenue par les nationaux et non les étrangers ayant choisi la RDC comme deuxième patrie? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Une économie nationale, c'est une économie qui travaille pour les besoins de la nation, pour l'intérêt collectif de la nation, pour le développement de ce pays-là. C'est ça l'économie nationale. Ce n'est pas une économie qui vient pour aspirer les capitaux que nous avons et les pomper à l'extérieur. Ce n'est pas une économie qui vient pour spolier notre patrimoine national, épuiser nos réserves de nos ressources naturelles au profit du développement étranger. Ce n'est pas une économie qui rend le culte à l'appauvrissement de la société. Ce n'est pas une économie qui vient nous chanter les merveilles ou encourager tacitement, implicitement, le chômage. Donc vous pensez qu'elle aurait pu être nationale si tout ce qui est produit ici reste ici et n'est pas exporté? C'est ça ce que vous voulez dire? Non plus. Ce que je veux dire, c'est que dans une économie nationale, l'exportation se fait sur le surplus de la consommation. On exporte ce qu'on n'a pas pu consommer ou ce qu'on exporte. Et on importe seulement ce qui manque à la production locale. Et cette différence peut s'expliquer parfois par ce qu'on appelle des coûts comparatifs. C'est-à-dire qu'il peut arriver qu'un pays qui consomme beaucoup de riz se rende compte à un moment donné que son sol n'est pas assez fertile pour la production du riz et qu'il vaut mieux, il est plus économique, plus rationnel d'importer le riz d'un pays qui produit à moindre coût, pourvu que, rendu sur le marché local, ça revienne moins cher que de le produire localement soi-même. Ça, ce sont des cas où l'importation vient combler le déficit de la production locale. Mais ce n'est pas avoir une économie où 90% de la consommation, c'est de l'importation. Ça ne marche pas. Vous n'avez pas une économie. Ce n'est pas avoir une économie où 90% de la production, c'est de l'exportation. Ça ne marche pas comme ça. Donc ce sont des problèmes structurels qui, aujourd'hui, relèvent la fragilité de cette économie qui est frappée de plein fouet par la Covid-19. Donc, il n'y avait pas moyen qu'il y ait résilience. C'est un problème de modèle économique. Ne parlez pas de la résilience parce qu'elle n'a jamais existé dans ce pays.
Ah bon? C'est pour ça que je vous Mais je vous ai parlé de 2018 ici. Non, mais je vous ai dit que ce pays souffre de l'absence d'une économie, de son économie nationale. En fait, en français facile, je suis en train de dire que le pays souffre de l'absence d'un modèle économique propre. Un modèle économique, c'est-à-dire une combinaison des ressources, c'est-à-dire plus simplement une fonction de production et une fonction de consommation inculturée dans le pays, fondée sur les existants dans le pays, les besoins de consommation pour les agents économiques et le potentiel de production existant. Alors, en fonction de ça, vous définissez votre fonction de production, vous définissez votre fonction de consommation, et les deux se rencontrent à un point d'équilibre et fondent ce qu'on appelle l'économie nationale. C'est là que l'offre et la demande se rencontrent, mais ça n'existe pas. Nous avons un modèle économique que l'étranger était venu implanter dans ce pays pour les besoins de l'Occident, que le colonisateur nous a amenés ici. Depuis même pas 1885, je dirais même depuis 1491, que les Occidentaux sont entrés dans ce pays. Ils sont entrés non pas pour le développement du Congo, mais pour leur enrichissement à eux, si vous voulez, le développement de leur nation à eux, au détriment de la nation congolaise, au détriment de la construction de l'économie du pays. On a spolié nos ressources, y compris les ressources humaines. Rappelez-vous l'esclavage, rappelez-vous tout ça. C'est de la spoliation des ressources, qui n'accompagne pas des ressources humaines jusqu'aux ressources naturelles. Le caoutchouc et tout le reste. Donc il nous manque. Et même le système de transport, allons plus loin. Vous avez un système de transport entièrement conçu, non pas pour l'intégration de l'économie, pour que les provinces se parlent entre elles, mais nous avons un système de transport conçu pour l'évacuation du peu que nous avons dans ce pays vers l'étranger. Et c'est ça le système de transport que nous avons. On n'a pas un système on n'a pas de voies de communication qui sont créées pour assurer l'intégration. La preuve est que il est moins cher, et je vois ça ces derniers temps, beaucoup de gens le répètent dans les réseaux sociaux, il est moins cher d'aller à Dubaï que d'aller à Goma ou à Lubumbashi. Vous l'avez vu, tout le monde dit. Ça veut dire que nos provinces ne se parlent pas. Il est plus facile d'importer de la pomme de terre ou des oignons de l'Afrique du Sud que d'en importer de Bukavu. D'accord, vous blessez un tableau. Pour vous dire combien il est difficile, ou même peut-être irrationnel, de parler de la résilience économique pour une économie qui n'en est pas une, pour une économie qui n'existe pas. Vous parlez de la résilience de laquelle économie? Vous parlez de la résilience de l'économie étrangère installée au Congo. Moi, je ne la soutiens pas, celle-là. Mais lorsque j'ai parlé ici de la crise de subprime de 2008, si ma mémoire est bonne, mais aussi la baisse des cours des métaux en 2018, la RDC s'était quand même bien comportée par rapport à aujourd'hui. Est-ce que ce ne sont pas là les indicateurs de cette résilience tant vantée, évoquée par les dirigeants et certains économistes de ce pays? Le problème, c'est que vous êtes trop têtu, monsieur Charlequin. C'est plus pour me passer le terme. Je viens de vous dire que ce que vous appelez l'économie congolaise n'a rien à voir avec le Congo, rien à voir avec le Congolais, à part la spoliation de nos ressources. Quand il y a eu la crise de subprime... En ce moment-là, il faut une autre définition de l'économie. Alors, allons-y. Laissez-moi vous dire d'ailleurs que je suis même fier de l'avouer, parce que quand il y a eu la crise de subprime, votre humble serviteur a eu l'honneur d'avoir été invité aux États-Unis, à Raleigh plus précisément, pour tenir une conférence devant comment on appelle encore, la Chambre de commerce États-Unis-Afrique. Il m'avait invité parce que les Américains étaient perdus, eux-mêmes étaient perdus. Ils ne savaient pas où aller, ils ne comprenaient plus rien. Et c'est à ce moment-là que j'avais reçu moi une invitation pour aller leur dire où sont les voies de sortie pour eux. Et je leur ai dit, venez au Congo avec vos capitaux pour investir davantage au Congo. C'est la seule voie de sortie. Parce qu'au moins le pays est un pays encore vierge, un pays qui n'est pas dans la spéculation. Parce qu'aujourd'hui, en fait, la crise de subprime, c'est une crise de spéculation financière. Ce n'est que ça. Vous savez, des pays comme les États-Unis, dont l'essentiel du PIB aujourd'hui est tenu par les, je peux dire, les spéculations financières. Ce n'est plus de l'économie réelle. La plupart des pays que nous considérons comme des pays développés sont des économies saturées sur le plan réel. Mais un pays comme le Congo est encore inexploité.
Donc nous avons encore ce qu'on appelle, ce qu'on devrait considérer comme le secteur qu'on appelle le secteur de l'économie réelle, c'est-à-dire la capacité de la production infinie des biens et services. Mais eux, ce sont des transactions financières qui constituent aujourd'hui l'essentiel de leur PIB. Vous voyez, c'est de la spéculation. Alors, quand il y a eu, à cause de cette spéculation, ils pouvaient s'exposer à ce genre de crise. Dites-moi, le Congo pouvait être concerné de quelle manière par cette crise de subprime? De quelle manière? Pour quel motif? Seulement parce que nous sommes là à attendre le monde de l'Occident qui ne peut plus nous la donner. Et c'est à cela qu'on considère que le Congo aurait été frappé par la crise subprime. Mais non. La crise subprime, c'est une crise qui a frappé le système bancaire occidental. Et le système bancaire n'était plus capable ni d'octroyer des crédits, ni d'honorer ses engagements. C'est normal. À ce moment-là, qu'est-ce que le Congo avait à voir avec la crise bancaire? Nous sommes un pays où l'accès au crédit est un problème. La PME congolaise, parce que c'est ça l'économie qui devrait être l'économie nationale, la PME congolaise n'a aucun accès au système bancaire, n'a pas accès au crédit financier. Et même quand il y a des marchés, regardez, il n'y a pas longtemps, là, les travaux de 100 jours sur le programme d'urgence, on a parlé des sauts de moutons, on a parlé de tout un tas de travaux. Qui sont bénéficiaires de ces marchés-là? Les étrangers. Vous avez vu combien de PME congolaises là-dedans? Personne. Ce sont des étrangers à qui on a distribué des marchés, même des VR de 82 ans, qui gagnent des marchés là où il y a une jeunesse congolaise très active et très puissante. C'est pour vous dire que l'économie qui fonctionne ici n'est pas la nôtre. C'est une économie totalement étrangère qui a investi notre sol juste pour nous ruiner, puiser ce que nous avons, pomper ça ailleurs, et nous on reste à le contempler. Et c'est pour ça, je voudrais peut-être terminer par là pour permettre de continuer, parce que c'est une question importante. C'est pour ça que vous voyez que tous les conseils que nous recevons des institutions financières internationales se foutent éperdument du taux scandaleux de chômage qu'il y a dans ce pays. On vous dit quoi? On vous dit, oh attention à l'inflation. Oh l'inflation. Et le chômage, vous en dites quoi? Silence radio. Or, c'est ça le grand mal de l'économie, c'est le chômage. Le chômage, c'est-à-dire l'abandon des forces productives, des puissances capables de produire. On vous condamne à rester inactif. On vous met tous en pension, en retraite anticipée. Et pourquoi? Pour que les autres viennent prendre ce qui vous revient. Et vous restez pauvre. Le chômage n'est rien d'autre que la voie la plus facile pour laisser les gens dans la pauvreté, dans la misère et dans la mendicité. Alors, face à cette crise économique, je dirais, la crise sanitaire a engendré la crise économique, l'économie à l'arrêt, il y a eu production d'un plan, un programme multisectoriel d'atténuation aux effets de la Covid, étalé sur 9 mois, mais beaucoup pensent que jusque-là, le plan n'a pas produit des effets escomptés, des résultats escomptés. Il y a même ceux qui sont montés au créneau pour dire que ça violait la Constitution, mais ailleurs, on voit des États produire des plans de relance. Est-ce qu'il fallait-il que la RDC ne produise pas un tel plan que la RDC reste là en train de tourner les pouces? Il ne faut pas non plus que les plans soient faits juste pour combler le vide, afin qu'on ne dise pas que vous tournez le pouce. J'ai toujours dit, Charles Quint, que 0 est un chiffre absorbant. N'importe quel chiffre que vous multiplierez par 0 sera toujours 0. Quand vous concevez de gros plans, si magiques soient-ils, à partir du moment où vous les appliquez sur un vide creux, comme je viens de le décrire, l'absence de l'économie nationale, eh bien, vous époumonez comme des fous. Vous n'obtiendrez aucun résultat, vous allez tourner en rond. On va attendre 60 nouvelles années, après celles que nous venons de célébrer, on va encore avoir 60 autres ans à attendre pour qu'un jour le développement pointe à l'horizon. Non, je répète, il y a un problème de modèle économique. Il y a nécessité de remise en question du système existant. J'ai toujours dit pour ma part que l'échec des gouvernements qui se succèdent, je parle des régimes plus que des gouvernements, parce qu'en fait, dans notre pays,
ce sont des présidents de la République qui sont puissants. Leur échec, c'est leur refus de regarder la vérité en face et surtout le courage qu'ils n'ont pas d'amorcer des changements tant escomptés par la population. Vous ne pouvez pas concevoir un plan de riposte ou un plan de, comment vous avez appelé, multisectoriel d'atténuation des effets de la Covid-19, alors que déjà la Covid elle-même pose un problème de sa réalité sur notre territoire national. Il y a déjà un problème à ce niveau-là. Nous sommes en train, en fait, en quelque sorte, d'importer des idées des autres pour les appliquer dans le vide. C'est ça le copier-coller qui est malheureux dans notre pays. On n'a pas le temps de s'asseoir pour poser de vraies questions, de bonnes questions, et se demander en réalité qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays. Avant de se précipiter, de faire ce que les autres sont en train de faire parce que les autres le font, nous aussi on doit le faire. Mais il faut réfléchir pour savoir quelle est notre situation. Est-ce que la Covid-19 est-elle la pandémie la plus grave dont souffre le Congo aujourd'hui? Est-ce que la Covid-19 qui a suscité un tel plan de réplique est-elle plus assassine que la malaria dans ce pays, que la fièvre Ebola et tout ça? Qu'en avons-nous fait? Est-ce qu'il y a eu un plan un jour de riposte ou d'atténuation des effets de la malaria dans ce pays? Ou bien on le fait seulement parce qu'on a entendu parler de ça en France, en Italie, en Belgique, en Chine, aux États-Unis? Là, il y a un problème. Là, ce sont des mesures que j'appelle, excusez-moi, fantaisistes. Ça, c'est de la fantaisie. Donc, ils n'auraient rien fait, alors? Mais ils devraient plutôt réfléchir pour connaître d'abord quel est le problème de notre pays. Il faut réfléchir à ça. Il faut que les gens réfléchissent pour comprendre. Attendez, quel est notre... Mais pourquoi est-ce que nous avons tous été dans la rue pour réclamer le changement? Pourquoi dans la rue? C'est parce que... Vous pensez vous vous projetez dans l'avenir alors que les effets de la Covid, c'est immédiat. Est-ce qu'il ne fallait-il pas, par exemple, penser à certaines exonérations, penser à beaucoup d'autres mesures pour assouplir un peu la misère de ces entreprises, hein, qui, même si elles ne constituent pas en réalité une économie nationale, comme vous venez de le dire, mais c'est sur elles que l'État perçoit des taxes et impôts. Encore une comédie. Vous savez, pour un pays comme le Congo, c'est encore un problème, Charles. Pourquoi nous? Qu'est-ce que nous, on a fait au bon Dieu pour nous contenter et nous consoler dans la misère? Comme ça, je ne comprends pas. Vous parlez même d'un budget de l'État, des impôts. Monsieur Charlequin, sur votre plateau, j'ai toujours dit que le Congo, pour se relancer, a besoin d'une amnistie fiscale. J'ai toujours dit qu'il faut que l'État congolais... Une amnistie fiscale? Oui. Que l'État congolais dise, s'il veut vraiment organiser l'économie nationale, qu'on dise cette année, on ne paye pas l'impôt. Et on organise l'économie nationale. Mais alors que dans d'autres pays, la pression fiscale est de plus de 20 ou plus de 20%, chez nous, c'est en bas. C'est normal. Alors vous voulez que l'on mette une croix carrément sur ça? C'est normal que dans un pays où on produit la richesse, il puisse y avoir une pression fiscale conséquente. Mais dans un pays où on se partage la pauvreté, pourquoi voulez-vous avoir une pression fiscale? Vous parlez d'un budget de 4 et 5 milliards de dollars pour près de 100 millions d'habitants. Ça veut dire combien de dollars par habitant dans ce pays? Vous trouvez ça normal? Est-ce que vous pensez que ce n'est pas ça qu'on appelle gaspillage en économie? Le simple fait de se distribuer des miettes qui ne vont rien produire? Parce qu'en économie, en microéconomie, il y a le principe qu'on appelle le seuil minimum d'efficacité. Chaque sou que vous dépensez ou que vous percevez, pour être un sou économique, utile économiquement, doit être efficace. Efficace, ça veut dire doit être capable de produire une satisfaction suffisante et pour impulser une activité économique plus intense. C'est ça en fait l'efficacité. Quelle est l'efficacité d'un budget de 40 dollars par habitant, par an? C'est-à-dire moins d'$1 par habitant par jour. Ça va vous produire quelle efficacité? Ce n'est pas quelque chose pour vous affamer, ça. Ce n'est pas de la sorcellerie, ça. Mais quand on vous dit arrêtez ça, réfléchissez, et vous dites nous on va rester avec ça.
Vous tenez à rester avec ça pour continuer à perpétuer cette misère-là à l'infini. Ce n'est pas normal. Nous avons un sérieux problème dans ce pays lorsque nous parlons de l'économie nationale. Et nous devons faire un effort par rapport à ça pour une véritable remise en cause. Toutes ces blagues que je vois qui se passent aujourd'hui avec le taux d'échange, avec la monnaie nationale. Alors, pour parler de taux d'échange, parlons-en maintenant, parce qu'on fait signe qu'il nous reste 20 minutes. Alors, ça va trop vite, on monte aussi. Hein. C'est quoi? C'est le corona qui est entré dans votre... Bon, lorsqu'on est en face de vous, ça a toujours été comme ça. Monsieur Michel Somé, la Banque centrale est intervenue finalement pour arrêter cette descente aux enchères, aux enfers plutôt, des francs congolais. On parle de l'injection de 25 millions de dollars. La Banque centrale, face au déficit du Trésor, a finalement fait recours au financement monétaire, ce qui a provoqué cette dépréciation de la monnaie. Et pour éponger la surliquidité, il fallait mettre fin à cela. Et le président de la République est entré en danse pour demander au gouvernement d'instruire à la Banque centrale d'arrêter avec la planche à billets. Aujourd'hui, on voit une certaine amélioration. Monsieur Michel Somé, pensez-vous que c'est une mesure efficace ou un cautère sur une jambe de bois qui ne pourra faire que durer l'espace d'un matin? Je ne sais pas par où commencer. Franchement, M. Charles Lequin. D'abord, commencer par élaguer certains termes qui sonnent trop forts dans ma tête. Vous parlez de la surliquidité de l'économie congolaise. Pendant que moi, je vous dis que cette économie est illiquide. Le pays cherche des moyens de paiement. Pour investir, nous n'en avons pas. Une économie surliquide qui va commander chaque jour, qui oblige notre chef de l'État à se faire mendiant à l'égard de la communauté internationale matin, midi, soir. Où est la surliquidité? Nous n'avons pas d'argent, l'économie est illiquide. Allez dans nos villages ici à côté de Kinshasa. Vous allez vous rendre compte que les gens n'ont pas d'argent en poche. Quelle est notre masse monétaire en fait? Et cette masse monétaire-là, la partie sur liquide, c'est seulement le franc congolais. Le franc congolais qui ne représente même pas 2% de la masse monétaire. Même pas 2%. Parce que quand on parle même de 5%, on est gentil, on est généreux, parce qu'on ne connaît pas la quantité de billets de dollars qui circulent. On ne la connaît pas. La Banque centrale du Congo ne la connaît pas. La Banque centrale du Congo ne contrôle pas l'entrée des devises étrangères dans ce pays. La Banque centrale ne contrôle pas l'entrée des importations des devises par les banques commerciales. Je ne parle pas en l'air. Je dis les choses qui sont vraies. La Banque centrale devrait être à l'aéroport quand les avions à cargo atterrissent avec des malles de devises étrangères. Elle n'est pas là. Même la DGDA n'est pas là. Ces banques font entrer des devises ici par tonnes, impossible. Et le lendemain, ça circule. Mais comment ne pas comprendre que dans le procès de 100 jours, j'y reviens, qu'une banque commerciale s'offre le luxe de sortir comme ça, cash 5 millions, 10 millions par jour, à l'insu total de la Banque centrale. Comment comprendre qu'une banque déplace l'argent destiné à un compte de la Banque centrale pour un autre compte privé à l'insu total de la Banque centrale? Et vous dites que cette Banque centrale est capable de contrôler la valeur de sa monnaie. Et vous me dites vraiment qu'en injectant les 25 millions de dollars, la Banque centrale peut contrôler le taux de change. Elle est incapable de le faire. Vous savez ce qui s'est passé? C'est de la stupidité. Non, ça c'est quand même... Écoutez, si c'est faux, je le retire. Oui. Pour vous faire plaisir. En fait, c'est quoi? La Banque centrale de 1 n'a pas de devise. Et vous vous en plaignez tous. Vous dites qu'elle n'a pas un matelas de devises suffisant pour sauvegarder la valeur de sa monnaie. Tout le monde le dit. Tout le monde a crié au scandale quand la Banque centrale a puisé dans les réserves de change pour financer les travaux de 100 jours. Les gens étaient en deuil pour ça. J'ai entendu tout le monde crier. Et c'est cette banque-là qui vient prendre 25 millions pour les jeter dans la rue, comptant sur ce qu'on appelle l'effet d'annonce.
L'effet d'annonce, ça veut dire, je dis que je vais mettre de l'argent, comme ça le marché est un peu pris de panique, il réagit en fonction de ce que je viens de dire, et comme ça, il y a l'aspect... Mais, vous savez, les gens, le marché d'échange est un marché trop technique. Sur le marché d'échange, je veux le dire ouvertement, que les gens comprennent, il y a 3 opérations légitimes. Légitimes. Un cambiste qui ne fait pas ces 3 opérations n'est pas cambiste. Il y a d'abord le hedging, c'est-à-dire ce qu'on appelle disons en français la couverture. C'est une opération pour chaque opérateur économique qui a besoin de se faire, je veux dire, une petite trésorerie, de disposer d'une certaine une enveloppe financière nécessaire pour les achats, pour ceci. On en a besoin à tout moment. On se couvre. Pour qu'on soit capable à tout moment de réagir. Il y a la deuxième opération qu'on appelle l'arbitrage. C'est-à-dire, je suis là sur le marché, matin, midi, soir, je surveille comment le marché fonctionne, quel est le taux qui va, quel est l'abonné qui va le mieux par rapport à l'autre. Et puis, enfin, il y a l'opération spéculation. La spéculation me permet seulement de me mettre en position sur le marché d'échange pour faire des gains à un moment donné. Alors, les spéculateurs, qu'est-ce qu'ils font? Les cambistes qui font la spéculation. Parce que tous les cambistes font toutes les opérations. Mais l'opération de spéculation intervient généralement dans des cas comme celui-là. Parce que l'économie repose sur l'information. Ces gens savent que la Banque centrale n'a pas d'argent. Elle l'a dit à haute voix. Mais quand elle sort 25 millions de dollars pour les jeter, les gens disent il faut sauter sur l'occasion tout de suite parce que c'est l'occasion de nous faire de l'argent en devise. De nous faire une réserve en devise chacun. Ils savent que la Banque centrale ne sera pas capable d'injecter 25 millions 4-5 fois successives. Elle ne saura pas le faire, sans s'épuiser elle-même, sans sombrer dans la banqueroute. Alors, un spéculateur intelligent, il profite du taux que la Banque centrale elle-même souhaite voir atterrir et le fait tomber davantage pour racheter ces 25 millions qui, en réalité, viennent de la Banque centrale. Mais M. Michel, il a été dit que... Maintenant, les autres naïfs vont suivre la Banque centrale pour jeter aussi leur peu de sous qu'ils ont. Et 3-4 jours après, vous voyez que le taux commence à changer. On est remonté. On était à 14, aujourd'hui on est à 20, 19, 20, on est remonté. À moins de 24 heures, à moins de 48 heures. On est remonté. La semaine prochaine, on sera à combien? Et on ne badine pas avec le taux de change. Le taux de change, les gens disent, c'est le prix d'une monnaie par rapport à une autre. Oui, mais ils ne disent pas tout. Ce que les économistes comprennent lorsqu'on dit ça, tout le monde entier, comme dit, le taux d'échange, c'est le prix d'une monnaie par rapport à une autre, point barre. Mais un économiste comprend que derrière cette définition, il y a quelque chose de très grave. Le taux d'échange, c'est le prix d'équilibre en réalité entre deux marchés monétaires. Le marché des deux devises différentes, qui se joue sur le différentiel des taux d'intérêt. Vous n'avez même pas un marché monétaire. Votre échange se base sur quoi? Se réfère à quoi? Simple manipulation administrative. Et les plus intelligents font quoi? Ils jonglent avec aussi. Parce que la Banque centrale est incapable de le saisir. Mais il a été dit que le déficit du Trésor a poussé le gouvernement à recourir à la Banque centrale pour financer la monnaie, étant donné que l'activité économique était à l'arrêt pendant les confinements. Il n'y avait pas d'argent, l'État n'avait pas de moyens pour faire face aux dépenses incompressibles. Voilà pourquoi la banque est entrée en danse et cela a occasionné une surliquidité. Et pour maîtriser ça, il fallait quand même, à un moment donné, retirer cela et injecter les dollars qui se faisaient de plus en plus rares sur les marchés afin de stabiliser la situation. Pourquoi vous rejetez en bloc tous ces instruments utilisés par la banque? Je vais vous aider avec des chiffres. Je peux me tromper, mais à une certaine période, j'ai fait la comparaison des chiffres. Ça peut avoir changé. Naturellement, ça doit avoir changé. Et la dernière comparaison que j'avais faite, c'était ce qu'on appelle la densité monétaire, c'est-à-dire l'ensemble de la somme totale qu'un agent ou détenu par agent dans un pays. Dans la zone euro, la masse monétaire représentait 48 000 euros par agent, par individu. 48 000 euros par tête. C'est-à-dire à l'époque, on convertissait en dollars, ça faisait quelque chose comme 52 000 53 000 dollars par tête d'habitants par an. 52 000 53 000.
À ce moment-là, au Congo-Kinshasa, la même densité n'était que de 52 ou 53 dollars par habitant, par an. Et vous me dites que cette économie-là qui est surliquide, est-ce que vous trouvez ça normal? Et pourquoi cette surliquidité frappe le franc congolais qui ne représente que 2% de la masse monétaire? Pourquoi on ne parle pas de la surliquidité? Pourquoi on ne parle pas de la surliquidité des dollars américains? Parce que c'est ça qui représente le gros de la masse monétaire. Pourquoi on n'écrit pas ça? Mais alors qu'est-ce qui occasionne cette dépréciation? Et si la loi de l'offre et de la demande était une loi réelle qui agissait sur l'économie congolaise, et si la loi de Gresham s'appliquait effectivement sur l'économie congolaise, si toutes les lois économiques s'appliquaient sur l'économie, sur le cas du Congo, c'est le dollar qui devrait se déprécier tous les jours par rapport au franc congolais. Mais la dépréciation n'est pas un cas spécifique à RDC. Parce qu'il y a presque beaucoup de pays africains, c'est la même chose. J'en viens, mais je veux d'abord que vous considériez que dans le cas du Congo, il y a de loin plus de dollars que de francs congolais. Et la loi de l'offre et de la demande dit que quand l'offre est abondante, le prix baisse. Et c'est le bien qui est rare, qui est plus cher. Mais dans le cas d'espèce, le franc congolais ne représente même pas, j'insiste, même pas 2% de la masse monétaire. Et celui qui se déprécie, est-ce que vous trouvez normal? C'est le bien qui est rare qui devrait s'apprécier. Et c'est ce que confirme même Keynes dans sa théorie de la préférence pour la liquidité. La préférence pour la liquidité. Mais c'est ça qui dessert le Congo aujourd'hui. Le franc congolais n'étant pas une monnaie liquide, il n'est pas préféré. Donc, pour comprendre la dépréciation du franc congolais, n'allez pas vers le déficit budgétaire du Trésor. Allez vers l'absence de propriété de la monnaie. Parce que le franc congolais n'est pas demandé, il n'est pas préféré. Vous comprenez? Les gens préfèrent le dollar, préfèrent même le franc CFA et même le franc rwandais ou burundais au franc congolais. Pourquoi? Parce que les trois propriétés de la monnaie qui font l'objet de la politique monétaire ne sont pas réunies dans le cas du franc congolais. La liquidité, la convertibilité et la stabilité. L'objet de la politique monétaire, le principal, au jour le jour, c'est de sauvegarder ces trois propriétés. De telle sorte que l'utilité marginale de la monnaie ne puisse jamais décroître. Mais chez nous, l'utilité marginale du franc congolais décroît toujours à un certain moment. Et quand elle décroît, elle se déprécie, la monnaie se déprécie. Et les gens vont chercher quoi? Le déficit du trésor public. Mais c'est faux. Quel trésor public? Qui a quel budget? Notre déficit est de combien comparé à celui des États-Unis? Notre déficit est de combien comparé à celui de l'Afrique du Sud? Il est de combien comparé à celui de l'Angola? Il est de combien comparé à celui de l'Ouganda? Il est de combien? Minable, des miettes. Quel déficit nous avons, nous? On parle de 500 milliards. Hein? Qu'est-ce que ça, de francs congolais, ça veut dire combien en dollars américains? Ça représente quoi? Ça représente de l'argent de poche, comme déficit d'un trésor public. C'est de l'argent de poche pour certaines personnes. Ça ne représente même pas le montant qu'on a gaspillé dans le projet de 100 jours, le déficit du trésor public. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Pour qu'on vous dise que matin, midi, soir, la Banque centrale qui est incapable de gérer sa politique monétaire se met à accuser en permanence un trésor public parce qu'il ne comprend rien et il gobe ça et il croit que c'est vrai. Non. Il y a une politique monétaire et une politique budgétaire. Ce sont les deux béquilles. L'État doit marcher avec les deux. Qu'est-ce que la politique monétaire, elle fait pour empêcher la politique budgétaire de saboter la monnaie? Elle fait quoi? 60 ans après, c'est la même chanson et les gens ne comprennent pas. Que nous avons un problème avec la gestion de la monnaie nationale. On a un problème. On n'a pas de politique monétaire. La Banque centrale est incapable. Elle cherche des boucs émissaires. Posez-lui la question. Mais si elle sait que le Trésor fera toujours des déficits, quel mécanisme elle a déjà développé pour empêcher que le déficit du Trésor, parce qu'il est incompressible, il est incontournable, puisse affecter la valeur de sa monnaie? Il y a une loi sur l'indépendance de la banque. Attendez, oui, mais justement, encore davantage encore. La mission fondamentale de la Banque centrale, sa mission fondamentale, c'est la sauvegarde de la valeur interne et externe de sa monnaie, par sa politique monétaire. Mais parce que le franc congolais se déprécie toujours, et parce que la Banque centrale connaît toujours la même cause, parce qu'il n'y en a pas deux, trois. La Banque centrale répète la même chose depuis que je suis né, depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Depuis mon berceau, je n'ai entendu que la même chanson. La monnaie s'est dépréciée parce qu'il y a eu financement monétaire du Trésor. Il y a eu financement monétaire du Trésor. Mais quand je regarde... Et le FMI est intervenu pour demander au gouvernement congolais d'arrêter avec la planche. Mais parce que le FMI n'est pas là pour le développement de l'économie congolaise. Le FMI est là pour la stabilité du marché mondial. Le FMI est un gendarme du marché mondial, de l'économie étrangère, de l'économie mondiale. C'est ça son rôle.
Le FMI, c'est quoi? C'est le Père Noël pour le Congo? Vous vous trompez. Le FMI cherche les intérêts de ceux qui l'envoient. Simplement. Mais c'est Somme. Lorsqu'il y a des prestations, le peuple se plaint, les transactions sont bouleversées, les commerces. Donc, ça frappe tout le monde. Ça frappe tout le monde. Aujourd'hui, quand même, qu'il y a cette appréciation, les gens se frottent un peu les mains. Mais pour vous, vous pensez que tout ça, c'est du cosmétique, rien n'a été fait. D'abord, qu'est-ce qu'il faut alors faire pour s'inscrire dans la durée, que cette stabilité s'inscrive dans la durée? Les solutions maintenant. Non, d'abord, c'est un mensonge que de dire aux gens qu'il y a eu appréciation. L'appréciation d'une monnaie, ça ne se vérifie pas sur l'affichage de la rue, des cambistes de la rue, qui affichent des histoires et qui vous disent 1900. L'appréciation d'une monnaie, posez la question aux opérateurs du marché, ceux qui interviennent sur le marché monétaire, ceux qui manipulent des grosses sommes. Je prends l'exemple de sociétés de télécommunications. Combien coûte $1 chez Vodacom? 2050. Combien coûte $1 chez Orange? 2050. Bon, ils ont parlé de... 2050. Regardez votre téléphone. 2050 chez Vodacom. Si vous achetez les unités de Vodacom dans la rue, c'est bien plus que 2050, vous êtes peut-être 2100, 2200 francs congolais pour $1. Alors, et le franc, c'est apprécié où? Le franc, c'est apprécié pour les naïfs, les peureux qui vont vite se délecter de leurs petits billets en réponse à l'effet d'annonce, en réponse à l'arnaque générale qui s'est déclenchée. À l'injection de 25 millions ou l'arnaque? L'injection de 25 millions, c'est du gaspillage de la Banque centrale dans son rôle légendaire de brader de l'argent. Il vient de gaspiller. Ce n'est pas la première fois que la Banque centrale gaspille des millions des réserves de change. Ce n'est pas la première fois. Il n'y a pas longtemps, je crois qu'il y a 2 ans encore, je pense, si ma mémoire est bonne, la dernière fois que j'intervenais sur ce cas, la banque venait d'injecter, disait qu'elle allait injecter 50 millions par semaine. J'étais passé sur une antenne de radio au Capi, si ma mémoire est bonne, et je leur ai dit, je vous donne mes 2 mains à couper, le franc congolais ne s'arrêtera pas de se déprécier. Et la Banque centrale le sait. Et je dis, la Banque centrale le sait. Vous savez, en économie, il y a ce qu'on appelle les tendances, il y a ce qu'on appelle les cycles, il y a ce qu'on appelle les fluctuations. Il faut observer les tendances d'une monnaie. Quand vous voyez le franc congolais, depuis le 30 juin 1998, que le franc a été émis, je martèle sur la date, c'était le 30 juin 1998 que le franc congolais avait été émis. Il avait été émis au taux de 1,04 francs congolais pour $1. Ce n'est pas 1,4, mais 1,04. Mais il n'a jamais arrêté de se déprécier. Exactement. Jusqu'aujourd'hui, regarde, c'est ça qu'on appelle la tendance. Mais c'est là que la Banque centrale devait nous prouver. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que nous arrivons à la fin de cette émission. C'est vraiment passionnant. La politique monétaire, point barre. Je viens de vous le dire. Moi, chaque fois que j'interviens, je ne... C'est-à-dire quoi, concrètement? C'est-à-dire que la politique monétaire doit exister. Elle n'existe pas. La politique monétaire, je viens de vous la définir, elle a pour mission de gérer les propriétés de la monnaie. Dans les cas, actuels, parce que cette dépréciation... Vous pensez que ça va continuer parce qu'elle ne s'est jamais arrêtée depuis 1998 jusqu'à aujourd'hui? Mais oui. Et ça va continuer? Mais oui. Alors, que faut-il faire? Donc, vous pensez que dans 2, 3, 4, une semaine, on sera à 2500 et 3000? Oui. On va aller comme ça jusqu'à l'infini? Si ce n'est pas dans une semaine, ça sera dans 1 mois ou dans 2 mois. De toute façon, il faut s'y attendre. Il faut s'y attendre. Je crois que vous êtes suffisamment préparés à ça. La preuve est que la plupart des Congolais préfèrent faire leurs réserves en dollars américains toujours. C'est parce que tout le monde sait qu'il vente, qu'il neige, le franc congolais va se déprécier. Tout le monde le sait. Et c'est ça qu'il faut... Même lorsqu'il y aura rapatriement des capitaux de 60% tels que par les miniers dans les caisses, dans les banques congolaises, il y aura toujours cette dépréciation. Ce sera toujours des miettes par rapport aux besoins de cette économie en devises étrangères. Et donc tout le monde comprendra toujours que le franc congolais va se déprécier. Et vous ne sentirez même pas l'effet de ces fameux rapatriements. Le problème n'est pas dans la rue, le problème est dans la Banque centrale du Congo. Le problème n'est pas au ministère des Finances et du Budget. Le problème est à la Banque centrale du Congo. Je le dis, je le répète. J'ai écrit un livre que j'avais intitulé « La gangrène de l'économie congolaise ». Et je vous ai dit dans ce livre que la Banque centrale du Congo n'était rien d'autre que la gangrène de l'économie nationale. Et je l'ai prouvé.
Je l'ai écrit sur 453 pages, avec des exemples précis, avec des études scientifiques, martelées dans le livre. Et j'ai vendu ce livre à $100. Et la Banque centrale a été parmi mes principaux clients de ce livre. Elle a acheté. Et ils ont lu. Ils ont cherché le point de faiblesse. Un petit bout de mensonge dans mon livre. Ils n'ont pas trouvé. Alors je conclus et je répète que la Banque centrale est la gangrène. Vous cherchez la Banque centrale, le gouvernement est là. Est-ce que cela ne doit pas provenir du gouvernement pour réfléchir comment faire, ou vous pensez qu'au nom de l'indépendance de cette banque, c'est elle-même qui va se prendre en charge pour imprimer un autre rythme et obliger les gouvernements à entrer dans la danse? Mais si je vous dis que le problème c'est la Banque centrale, ça veut dire qu'il y a un problème d'homme à la Banque centrale pour définir une politique monétaire intelligente. C'est tout ce qu'il y a à faire. Parce que vous savez, j'aime cette phrase de Lénine. Lénine, tout le monde le connaît. Et Alan Greenspan, le président de la Réserve fédérale, a fait de cette phrase son meilleur verset biblique. Et Keynes n'a pas cessé de répéter la même phrase de Lénine, qui disait « Il n'y a pas de moyen plus sûr et plus subtil », je souligne ces deux mots, sûr et subtil, pour détruire les bases d'une société que la corruption de sa monnaie. Il suffit de corrompre la monnaie d'un pays pour détruire toutes les bases de la société. Il suffit que votre monnaie soit une simple pourriture, comme c'est le cas du franc congolais, pour que votre économie n'existe jamais et que les gens meurent de faim, que les gens meurent de l'insécurité alimentaire, que les conflits naissent à l'est, à l'ouest et partout. Parce que justement, vous êtes privés de cette qualité ou de ce double pouvoir que la monnaie confère aux citoyens. Le pouvoir d'achat et le pouvoir de choix. Le Congolais est sans pouvoir parce qu'il n'a pas de monnaie. C'est ça le problème. Et ça facilite même comment on dit, les morcellements, les balkanisations et toutes les agressions que nous subissons des pays étrangers, parce qu'on sait que nous sommes des pauvres. Nous n'avons pas de pouvoir. Ni pouvoir d'achat, ni pouvoir de choix. Alors nous sommes quelle économie? Et c'est ça que la monnaie seule donne. Et si le dollar, si les États-Unis d'Amérique sont considérés comme la plus grande puissance du monde, ce n'est pas à cause de son armée, avec ses rangers, c'est tout ce qu'on raconte. C'est à cause du dollar américain, à cause de sa monnaie. La Chine a compris ça. Et la Chine a décidé de faire du renminbi, son yuan, une monnaie très faible, mais pour coloniser le monde et détruire la puissance américaine. Par la monnaie, on peut tout. La monnaie. Et quand on ne comprend pas les subtilités de la monnaie, et qu'on considère que la monnaie peut se gérer par la brutalité, au lieu de la subtilité, comme j'ai vu dernièrement, le taux de change qui saute à l'espace de 24 heures, de 2030 à 1400, et vous dites que ça, on a réussi. Ça, c'est de la brutalité, et ce n'est pas du domaine de la monnaie. Le domaine de la monnaie, c'est le domaine de la subtilité, de l'intelligence, parce que personne, je dis bien, ne peut comprendre les tendances profondes d'une politique monétaire intelligente. Les gens sont toujours surpris. C'est l'arme la plus puissante. Et quand on n'en a pas, on s'expose. Merci beaucoup, M. Michel Semon-Semoy. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous avez tous compris que jusque-là, il n'y a pas encore de solution avec l'injection de ces 25 millions de dollars, cette apparente appréciation. Vous avez compris que ce n'est pas encore une solution. Donc, il faut espérer encore, attendre que l'on va aller de dépréciation en dépréciation, comme c'était parti de 1998 jusqu'à aujourd'hui. On est à presque 20 000. On va encore continuer à avoir ces francs congolais se déprécier. C'est ce que M. Michel Semon-Semoy a dit. Et il a donné aussi des pistes de solutions. Merci de nous avoir suivis. Nous reviendrons chaque fois qu'on aura affaire à des problèmes, des questions économiques pour en parler avec Michel Semon-Semoy. Suivez cette émission jeudi sur Amen TV. Ça sera à 14 h. Mais désormais, vous suivrez aussi l'émission sur YouTube, Sunga Peuple TV. C'est la nouvelle chaîne YouTube que vous allez désormais suivre nos différentes productions. Merci et
bonne suite des programmes sur Amen TV, la télé autrement.